Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. المرأة. لو خلقت المرأة طائرا لكانت طاووسا، ولو خلقت حيوانا لكانت غزالا، ولو خلقت حشرة لكانت فراشة، لكنها خلقت بشرا فأصبحت حبيبة وزوجة وأختا وأما رائعة. وأجمل نعمة على الرجل على وجه الأرض هي المرأة، فوردة تفرحها وكلمة طيبة ترضيها. فلو لم تكن المرأة شيء عظيم لما جعلها الله حورية يكافأ بها المؤمن في الجنة. رائعة هي الأنثى، في طفولتها تفتح لأبيها بابا في الجنة، وفي شبابها تكمل دينا لزوجها، وفي موتها تكون الجنة عند قدميها. ولا تنسى أخي في الله إن في القرآن سورة باسمهن ألا وهي سورة النساء. Merci à vous, cher ami Sherifa Houria Louazani, présidente de ce prestigieux centre qui couvre un large éventail de questions sociétales et qui, je dirais, sous la responsabilité qui est plus dynamique que plusieurs établissements universitaires, surtout depuis déjà plus de 2 décennies. Donc ça, je connais, c'est Mohamed Mouketi, c'est moi, Alexis Bouzis. Donc là, ce centre est plus dynamique en organisant des activités périodiques et puis aussi donc les actes sont publiés pour être accessibles au large public. Madame Houria Louazani a dit tout dans son ouverture. Je ne pourrais que faire le dispatching pour le rapport aux intervenantes, mais je voudrais dire que, bien sûr, que la violence à l'encontre des femmes, comme l'a si bien dit Madame Houria Louazani, est un phénomène universel et que notre pays n'est pas épargné, mais le cadre législatifs et institutionnels ne sont pas encore suffisants pour protéger, ils sont lacunaires. Il y a aussi même des contradictions entre les différents textes, entre la loi 103-13, le code pénal, le code de la famille et nos engagements internationaux vis-à-vis du comité CEDAW et vis-à-vis des autres mécanismes onisiens de la protection des femmes. Et donc, il reste à consentir des formes pour combattre, je ne dirais pas pour mettre un terme définitif aux violences à l'égard des femmes, mais pour réduire au maximum, mais l'idéal c'est de mettre fin aux violences faites aux femmes. Et je voudrais aussi parler du contexte général de l'organisation de cet événement. Bon, il est organisé dans un contexte où le monde traverse des turbulences très très fortes, des défis majeurs dans les guerres, et puis depuis la pandémie, puis la Covid-19, et la guerre russo-ukrainienne, et ce qui se passe depuis déjà plus d'1 an dans le Moyen-Orient. Mais ceci doit nous exhorter à s'attacher encore davantage aux valeurs et aux principes des droits de l'homme, parce que c'est le rempart contre toutes ces violences que connaît la planète, tout le multilatéralisme qui a été aussi malmené
et qui aussi bien dans le domaine des droits de l'homme que dans d'autres domaines économiques, sociaux et environnementaux. Cet événement se tient aussi pas loin d'une journée de commémoration d'un texte majeur, un instrument de référentiel qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 et la communauté internationale, y compris le Maroc bien évidemment, ont commémoré le 76e anniversaire de l'adoption de cette déclaration, qui d'ailleurs, personnellement, je considère que c'est l'un des meilleurs textes que l'humanité a adopté jusqu'aujourd'hui, parce que tout ce qui a été fait depuis l'adoption de cette déclaration, c'est la traduction dans des textes juridiquement contraignants, dans des conventions internationales juridiquement contraignantes qui sont assorties de mécanismes de monitoring, à savoir ce qu'on appelle les comités conventionnels, les organes de traité, et les autres conventions internes, les autres mécanismes intergouvernementaux comme le Conseil des droits de l'homme et son mécanisme d'examen périodique universel. Alors, نتكلموا باللغة العربية واللغة الفرنسية. يعني اليوم 18 جانفي هو اليوم العالمي للغة العربية. اليوم العالمي للغة العربية, la journée internationale de la langue arabe. Bien sûr, chaque langue a sa spécificité et puis le problème de traduction. Aujourd'hui, on n'a pas besoin bien sûr de traduction parce que, comme on a si bien dit, depuis longtemps, la traduction est une trahison. Il n'est pas facile de traduire d'une langue à l'autre, bien sûr, la traduction des formes du sens. Alors, je vais donner tout d'abord parce que Madame Fatima Issaoui, qui a été présentée, présentée par Madame Bourier-Bozani, je n'ai pas besoin de vous présenter à la salle. Et on va commencer peut-être par Madame Fatima Issaoui parce qu'il va aborder la question de la violence à l'encontre des femmes sous l'angle historique, c'est-à-dire l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que cette violence a existé toujours dans l'histoire? Et nous avons avec nous des historiens. Donc, je vais lui céder la parole et après, je vais revenir à l'ordre sur l'affiche. Donc, Madame Rachida Nassiri, puis Madame Michel Bozani et Benine, chère amie, qui est à côté de moi. Et Sarah Bouriel s'est excusée. Donc, اعتذرت. إذا لن أعطي الكلمة للسيدة فاطمة العيساوي. التدخلات غتكون ما بين 10 و 15 دقيقة لكي نعطي الوقت للنقاش التفاعل بينكن وبين الحاضرات والحاضرين. فلتتفضلين مشكورة. شكرا سيدي الرئيس وتحية للحضور الكريم. يسعدني أن أشارك في هذه المائدة. نعم، تغمرني السعادة بالحضور في هذه المائدة المستديرة للمشاركة في موضوع مهم، موضوع الساعة الذي يعتبر هما عالميا ومشكلا عالميا، وأيضا هو مشكل تاريخي. لهذا سأتحدث عن العنف الزوجي في القرن التاسع عشر بالمغرب ليكون أرضية للنقاش فيما بعد. لماذا القرن التاسع عشر؟ يجب أن نعلم بأن القرن التاسع عشر هو امتداد للعصور الوسطى، للعصر الوسيط في المغرب، لأن المغرب احتفظ بجميع بناه التقليدية في جميع الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى آخره.
في القرن العشرين وقعت تحولات في المغرب، ولكن من الناحية المادية أكثر. أما من الناحية الفكرية والعقلية فإن القرن التاسع عشر ما زال جاثما بيننا، وبما أنه امتداد للعصور الوسطى فإن العصور الوسطى ما زالت موجودة بيننا، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع المرأة. فموضوع المرأة هو المقياس لتقدم الأمم، بما أننا ما زلنا نحافظ على الأوضاع التي كانت موجودة منذ العصور الوسطى، فطبعا لن نحقق تقدما بعد. اخترت هذا الموضوع لأقول بأن القرن التاسع عشر عرفت فيه المرأة العنف بشكل كبير على مستويين. على المستوى العام كانت المرأة ضحية للظروف التاريخية في هذا القرن، ضحية للصراعات القبلية، ضحية أيضا للحركات السلطانية، وضحية لتجاوزات رجال المقتل، فكانت تتعرض للسبي والاغتصاب باستمرار. ثم أيضا في المستوى العام كان هناك انعدام الأمن، وكانت هناك المجاعات، مما أدى إلى تعرض المرأة إلى الخطف وإلى الاسترقاق أي الاستعباد. من الناحية الاجتماعية المرأة عرفت أيضا عنفا اجتماعيا يتمثل في عنف القوانين والأعراف بصفة خاصة، وكذلك في إقصاء المرأة من التعليم في جل مناطق المغرب. أما على المستوى الخاص فإن المرأة عاشت عنف الأسرة خاصة من طرف الذكور، وزنا المحارم، والمنع من الإرث، وبالتالي المنع من الملكية الخاصة، وأيضا عنف الوصاية والنيابة، وكذلك العنف داخل مؤسسة الزواج منذ التأسيس. هناك تزويج القاصرات، هناك الإجبار على الزواج، ونظام الولاية الذي كان ينظر إلى المرأة دائما أنها قاصرة. أما في مرحلة العلاقة الزوجية، وهذا هو الموضوع الذي اخترته، فإن المرأة تعرضت لعدد من أنواع العنف، ويجب أن أقول بأن جميع أنواع العنف كلها تحمل شحنة وحمولة نفسية، بحيث لا يمكن أن نصنف التصنيفات الموجودة في أدبيات العنف، عنف بدني، عنف نفسي، اقتصادي إلى آخره، ولكن طبعا هناك تصنيف، ولكن جميع أنواع العنف لها شحنة نفسية، كلها تحدث ألما نفسيا وغضبا، وأيضا تحدث انفعالا سلبيا لدى المرأة. ثم كذلك هناك ليس هناك فئة تتعرض لهذا العنف وفئة أخرى تتعرض لعنف آخر، قد نجد نفس المرأة تتعرض لجميع أنواع العنف. زوجة واحدة تتعرض للعنف البدني، تتعرض للعنف النفسي والاقتصادي إلى آخره. إذن هذا المعطى لابد من أن ننتبه إليه فيما يخص تصنيف أنواع العنف. العنف الزوجي يمكن الذي عاشته المرأة في القرن التاسع عشر يمكن أن نقسمه إلى نوعين. هناك العنف الجسدي وهو الشائع، وبدوره ينقسم إلى عدة أقسام. هناك الضرب وهو الأكثر انتشارا، الضرب باللكم أو بما إلى ذلك، وهذا الضرب كانت تعيشه نساء البوادي والأوساط الحضرية، بمعنى أنه كان موجودا لدى العامة ولدى الأوساط الحضرية،
حتى داخل الأوساط التي كانت تعتبر من النخبة، الشرفاء والنساء وزوجات الأعيان. ظاهرة الضرب أثارت النقاش في كتب النوازل، وكذلك لها حضور قوي في الوثائق المغربية. هذا المشكل أو هذا العنف انتشر لدرجات في تاريخ المغرب أن السلاطين قد أفتوا فيه. فمثلا عبد الله ابن إسماعيل أفتى في موضوع ضرب النساء لما انتشر في المجتمع، وقال بأن تكرار الضرب هو الذي يعتبر سببا للطلاق. نفس الأمر بالنسبة للسلطان محمد بن عبد الله، بدوره أفتى في موضوع الضرب، وقال بأن الضرب الفاحش لا يمكن أن يسجن الزوج بسببه، لأن أموال هذا الزوج سوف تضيع بين القضاة وبين الحراس، وبالتالي سوف لن تستفيد الزوجة أو المرأة. طبعا هناك موقف الفقهاء وهو معروف، موقف الفقهاء الذين يجيزون الضرب ويستدلون على الآية الكريمة التي تقول اضربوهن واهجروهن إلى آخره، معروفة الآية. ولكن هذا الموقف من الفقهاء الذي يبيح إلى حد ما ضرب الزوجات ويستند على الشرع، بمعنى أنه يشرعن الضرب. طبعا هذا تفسير أو مبرر غير كافي، لأن ضرب الزوجات موجود حتى في الديانات الأرضية التي هي غير مسلمة، مثل في الصين الحضارة الصينية، وموجود أيضا في القانون الروماني، وموجود في أوروبا الوسطوية، وموجود حتى بالنسبة لأوروبا الغربية حتى نهاية القرن التاسع عشر. في 1878 صدر قانون يسمح للزوجة بالمطالبة بالانفصال إذا كان الضرب عنيفا ومؤذيا. إذن مسألة الضرب ليست لها علاقة بالدين، أو لا يمكن أن تأخذ صبغة شرعية. النوع الثاني من العنف كان هو الجرح، وهذا يأتي في مرتبة عليا، وكان الفقهاء يسمونه بالضرب الفاحش. هذا العنف طبعا لا بد من أن يثبت برسم عدلي بمعاينة إلى آخره، تقوم بهذه المعاينة النساء القوابل، ورسوم المعاينة التي هي بمثابة محضر الشرطة حاليا أو محضر الدرك حاليا. هذه رسوم المعاينة لا تقدم لنا أسباب لإقدام الأزواج على جرح الزوجات، وعادة عملية الجرح تتم بالأدوات المنزلية، بالأواني المنزلية. لا تقدم لنا الرسوم العدلية تفسيرا أو سببا لإقدام الأزواج على هذا العنف، ولكن أحيانا نجد بعض الإشارات. مثلا زوجة في ولاد بوزيري بالشاوية تعرضت لعنف عنيف من طرف زوجها، والسبب هو أنه وقع بينه وبين بنته ما لا يعني، أي أنه اغتصب ابنته. اطلعت زوجته على ذلك وخشي منها إفشاءه، وعمد إلى الزوجة وشوه خلقتها بقطع أنفها وشفتيها. إذن هذه الوثيقة تلخص أنواع العنف.
فهناك زنا المحارم، هناك التنكيل بالزوجة، وهناك الألم النفسي. في كتب النوازل نجد بأن هناك من يفسر هذا النوع من العنف القوي أي الجرح بتعطيل الأحكام المخزنية، بتعطيل بمعنى ليس هناك ضبط وليست هناك صرامة في تطبيق الأحكام في مغرب القرن التاسع عشر. إذن الذي قال بهذا الرأي بصفة خاصة هو القاضي الشهير العربي الزرهوني، الذي كان له موقف متقدم بالنسبة لفترة القرن التاسع عشر. إذن هذا العنف ضد النساء يمكن أن نفسره بأسباب عامة المحيط الاجتماعي، وأيضا بأسباب خاصة متعلقة بالأزواج. قمة العنف تأتي مع القتل، بحيث يلجأ بعض الأزواج إلى التصفية الجسدية لزوجاتهم، وهذا لوحظ بصفة خاصة في البوادي، مثلا في زمران، أيت زلطان، أيت يوسي، في الغرب، في البوادي بصفة خاصة. وتبرير هذا القتل هو الطمع في إرث الزوجة، أو نجد أن قتل الزوجات يصدر من بعض القياد الذين يستغلون نفوذهم. المهم أن جريمة قتل الزوجات كانت موجودة في القرن التاسع عشر، وهناك عامل يشجع على انتشارها، هو أنه كان هناك الاكتفاء برسم الإبرة. رسم الإبرة بمعنى أن أحباب الزوجة غادي يسمحوا المجرم بتسوية فيما بينهم، وكيوقعوا في رسم عدلي. إذا إلى قدموا هذا الرسم العدلي ديال الإبرة الشرع صافي، إذا لا يعاقب الزوج، تكون التسوية بيناتهم. ثم كذلك هناك عنف الأعراف فيها تمييز قوي فيما يخص الدية، أي العقاب على القتل. إذا كانت الضحية امرأة تكون الدية تنقص ب50%، الرجل 100%، الدية على الرجل 100%، والدية على المرأة ب50%. طبعا هذا يشجع على ارتكاب جريمة القتل، خاصة إذا كان الجاني يتوفر على إمكانيات مادية. المستوى الثاني من العنف هو العنف النفسي الذي كانت تتعرض له الزوجات، وربما يكون هذا العنف النفسي أقوى وأخطر من العنف الجسدي. من بين الصور التي تقدمها الوثائق عن هذا العنف النفسي هناك المنع من زيارة الأهل للزوجة أو تحديد مدة الزيارة، ويكون هذا بإشهاد عدلي، أن الزوج يقوم بتحديد زيارة الأم بصفة خاصة، يعطيها من 6 شهور حتى 6 شهور تجي تشوف بنتها. وأخطر من هذا، الزوج يدفع الزوجة إلى أن تشهد على نفسها بأن لا تستقبل أحدا من أسرتها إلا في حضوره وبإذنه. هي قدير الإجهاد العدلي ضد نفسها. النوع الثاني من العنف النفسي الإجبار على تغيير مكان الإقامة. طبعا الآن هذه ربما نستغربوها، ولكن بالنسبة للماضي كان هناك مشكل الانتقال، الأسرة تعيش في مكان وبنته تعيش في مكان آخر. طبعا السبب واضح هو انعدام الأمن، اللي تزوجات راه بحال مشات لشي بلاصة أخرى راه بحال ماتت.
لان صافي كتنقطع العلاقه نهائيا بينها وبين الاسره ديالها. ولهذا كانت تلجا بعض الاسر الى الاشتراط في عقد الزواج عدم انتقال ابنتهم من مكان اقامتهم. طبعا الانتقال الى مكان اخر كان مسيئا للزوجات لدرجه ان المراه النشاويه مسطات بصفه خاصه فضلت ان تسجل على ان تنتقل مع زوجها الى مكان اخر. اذا فالفقهاء بدورهم حددوا شروط انتقال الزوجه، ويمكن ان نعود الى هذه النقطه في المناقشه. العنف الاخر النفسي وهو الاجبار على الاستمرار في العلاقه. نعم نقرأ. الاجبار على الاستمرار في العلاقه الزوجيه، فما يسمى بالكراهه، ان الزوجه تكره، ليس هناك اي سبب ظاهر ولكنها لا ترغب في الاستمرار معه، وليس هناك ما يفرض عليها الانفصال، لأن لا يثبت ماديا هذه الكراهة أو هذا الرفض للزوج. إذن لدرجة أن بعض الزوجات يقدمن إلى الإجهاد العدلي بأنهم تعرضوا لواحد الضرر بدني، ولكن هو في حقيقة الأمر كراهة للزوج. هناك عنف لا بد من أن أذكره، عنف رمزي كانت تتعرض له النساء ويتمثل في حلق الرأس. ولقد استغربت هذه المسألة في القرن التاسع عشر في المغرب، لأنني سمعتها أول مرة من الفنانة ثوريا الجبران تعرضت للخطف وحلق رأسها. ولكن لما بحثت وجدت بأن هذه الظاهرة كانت موجودة منذ القديم في الحضارات القديمة عند البابليين، وأيضا كانت موجودة في أوروبا الوسطوية، موجودة في القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية كان الجاسوسات تحلق رؤوسهم إلى آخره. إذا كانت هي موجودة في الغرب في الدول الأوروبية وموجودة في الحضارات القديمة، ولكن الغريب أنها توجد في المغرب كبلد إسلامي، لأن الفقهاء كانوا لا يشجعون على قص شعر المرأة ويرفضونه. إذن وجود هذا النوع من العقاب أو من الإدلال والإهانة للزوجة كان عنفا نفسيا كبيرا بالنسبة للمرأة. إذن في الأخير آخر نقطة أتعرض إليها بسرعة، ردود فعل الزوجات تجاه العنف الممارس عليهن. هناك رفع الضرر أو رفع قضية الضرر للشرع، ولكن هذا لم يكن متاحا للجميع إلا لفئة واعية أو فئة أسرتها لها الإمكانيات الفكرية لكي تقوم بهذا رد الفعل. بالنسبة للنساء الأخريات نلاحظ بأن كنا يلجأنا إلى ظاهرة طبعا الآن ما كايناش، وهي الاحترام ليست من الاحترام النسبي. الاحترام هي أنه يلجأ إلى مكان مقدس ضريح أو دار لها مكانة تحترم فيها المرأة إلى أن يفصل الشرع في قضيتها، وكانت تلجأ النساء إلى هذا النوع. وهذه ظاهرة كانت موجودة في تاريخ المغرب، ظاهرة الاحترام. فاس كان ضريح مولاي إدريس، وكانت دار الرامي وأسرة الرامي كان له هذه الأسرة كان لها هذا الامتياز، لأنها كانت تتولى نظارة ضريح مولاي إدريس. رد الفعل الخطير وهو أن تقدم بعض الزوجات على الانتحار
فهناك زوجات تعرضن للضرب وللجلد لمدة مستمرة، فكان الحل بالنسبة لهن إما إلقاء نفسهن في بئر أو في ثانية أو ما إلى ذلك. قضية الانتحار كرد فعل عن مدى قسوة هذا العنف. كفكرة أخيرة يمكن أن نقول بأن العنف الصفة الرائجة له وهو أنه ظاهرة عالمية، ولكن هو أيضا ظاهرة تاريخية. هي موجودة ليست كانت موجودة في الماضي، كانت موجودة في الماضي وما زالت موجودة إلى اليوم. ولا يمكن أن نفسر العنف الذي تعيشه النساء إلا بالموروث التاريخي وبالتراكمات التاريخية، هي التي تفسر لنا العنف الذي تعيشه النساء الآن. وشكرا. شكرا لك أستاذة بعد المداخلة القيمة. Il me serait pratiquement difficile d'arrêter une intervenante, mais je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt. فما يمكن ما سجلته من مداخلتك القيمة ورجعت بنا إلى القرن التاسع عشر بطبيعة الحال لكي نفهم الحاضر ونبني المستقبل. لا بد من الرجوع إلى التاريخ، مهم، شيء مهم. فما سجلته ورجعت بنا إلى القرن التاسع عشر هو أنه تميز بكل أشكال العنف، خاصة العنف الذي يؤدي إلى القتل والعنف النفسي والرمزي. منها أن ذكرت عدة أشكال من العنف التي لا يزال البعض منها أو ربما الكثير منها في مناطق معينة في هذا الكوكب وفي بلادنا أيضا. ثم النقطة الثانية وهو أنه العنف ضد المرأة كان ليس فقط في الأوساط القروية ولكن أيضا في الأوساط الحضارية. النقطة الثالثة وأن هناك كانت عديد من المبررات بالنسبة لفاعلين، سواء لفتاوى السلاطين أو بالنسبة لبعض الفقهاء لتبرير أو ربما لبعض الملاحظات يعني فيما يتعلق بالعنف. ثم نقطة أخرى هي صعوبة الإثبات آنذاك بل استحالته على النساء، وخاصة النساء يعني المستضعفات والنساء في العالم القروي. والنقطة الأخيرة هو ردود فعل الزوجات لم يكن متاحا لجميع النساء. بطبيعة الحال ذكرت مسألة الاحترام، يعني مش الاحترام للريسبي، ولكن ربما المؤرخون والمختصون في التاريخ يفهمونها أكثر، وأيضا المختصون في العلوم السياسية. فمكان يعني محرم حرام مثل الأشهر الحرم ثم أن والسونتير مسألة الانتحار اللي كانت تؤدي إلى كل أشكال. بالتالي أن التاريخ يفسر ربما يفسر أكيد يفسر بعض مظاهر العنف وأشكال العنف التي لا زال في المجتمعات المعاصرة والمجتمعات الحالية وفي مجتمعنا. إذن أشكرك وأمر مباشرة إلى الأستاذة رشيدة ناصري. Alors, mon intervention va s'articuler en 3 points principaux. Premier point, d'abord je réagis à votre exposé où j'ai appris beaucoup de choses sur le 19e siècle. Parce que lorsqu'on dit le 19e siècle, ce qu'on a appris, ce que nos enfants sont en train d'apprendre à l'école, le romantisme, Lamartine, Madame Bovary, etc. Donc la peinture de très beaux tableaux, etc. Donc là, d'abord j'ai appris beaucoup de choses, Madame Fatima Essaoui,
Et d'autre part, je me pose la question justement de la dichotomie qui existe à travers tous les siècles, ici, pas seulement au XIXe siècle, entre finalement la notion d'homme, point final. Deuxième point. Alors, Madame la Présidente, tout à l'heure, avait justement fait référence à différentes interventions dans ce centre qui est très actif. Et d'ailleurs, notre modérateur l'a comparé aux universités qui sont beaucoup plus passives, alors que ce centre est très riche du point de vue de l'apport culturel. Donc, elle a parlé justement de 2018, alors que j'avais complètement oublié cette date, où j'avais présenté ici justement l'approche genre. Bon, avant 2018, donc j'étais hors du Maroc, où j'avais écrit 3 romans sur la femme marocaine et sous-entendu les violences contre la femme à tous les niveaux. Et alors, rentrant au Maroc, donc Madame Loisel m'a contacté, son bureau, et à ce moment-là, donc la question qui était à la mode, aussi bien à l'université que dans les médias, etc., c'était l'approche genre, où alors j'ai présenté ma trilogie, c'est-à-dire une suite de 3 romans qui ont été édités chez l'Harmattan à Paris. Alors, le premier roman s'intitulant Nenna ou les racines, où j'ai montré le poids de la femme marocaine, mais du point, si vous voulez un peu, dans sa dimension historique. Parce que Nenna, c'est notre ancêtre, la femme marocaine. Et la dimension historique que vous venez maintenant de brosser n'a rien à voir avec la Nenna des années 70, où j'ai raconté comment les grands-mères marocaines, finalement, veillaient au grain. C'est-à-dire, elles étaient en même temps grand-mères, Nenna, Mouima, Jeddah, etc., en arabe dialectal. On peut utiliser tous les concepts possibles. Et donc, c'était le début des années 2000, où en arrière-pensée, je pensais aux mamies actuellement au Maroc, à travers tout le monde, bon, à travers la planète. Mais la mamie marocaine, elle a beaucoup évolué. D'ailleurs, bon, je préfère ne pas ouvrir cette parenthèse parce que ce sera l'objet de futures conférences. Donc, Nenna, alors je l'avais intitulé Nenna ou les racines. D'ailleurs, Madame la Présidente l'avait applaudi, tout ça, bon. Ensuite, il y a eu un incident, parce que, bon, comme je suis beaucoup dans la société civile, les associations, etc., il y a eu un incident qui s'est passé à Meknès, où une jeune fille était violentée par son frère. Et alors, comme j'étais hors du Maroc, avec la nostalgie, etc., j'ai vraiment suivi et j'en ai fait 2 romans que j'ai intitulés « Appel de la Médina », toujours édité à Paris chez l'Harmattan. Alors, cette jeune fille, qui était en même temps institutrice dans une école primaire à Meknès, son frère, qui l'a violentée à tous les niveaux, mais alors là, parce qu'il y a tome 1 et tome 2, et je l'ai intitulé Les appels de la Médina, c'est-à-dire la femme marocaine, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Alors là, d'un point de vue psychosociologique, c'est-à-dire je me posais pas mal de questions. Un questionnement d'ailleurs qui continue, en vous écoutant, Madame Lissaoui, je me suis dit, il y a beaucoup de questionnements. Les violences contre la femme, c'est finalement un champ de questionnement aussi riche qu'un champ magnétique. C'est-à-dire, dès qu'on ouvre une question, une autre question apparaît. Et on n'a jamais les solutions. Donc, dans ce contexte-là, c'était en 2018, j'avais présenté ces 3 romans. Le premier était paru en 2011, puis 2013, puis 2016. Donc, mais j'ai fait une seule conférence ici pour les présenter. Pour présenter Appel de la Médina, un problème qui a vraiment été vécu à Meknès, violenté par son frère. Alors là, il y a certains problèmes qui reviennent parce que dans notre éducation, il y a certains... Alors là, je ne voudrais pas ouvrir la parenthèse de la psychologie parce que ces violences contre la femme, elles viennent de... Il faut quand même définir certains indicateurs. D'abord, elles proviennent de qui? Est-ce qu'elles proviennent toujours du masculin? Je laisse la question ouverte. Deuxième question, deuxième indicateur justement.
il y a d'autres indicateurs qu'il faut prendre en considération. Selon l'âge, selon, etc., selon le niveau socio-culturel, selon l'équilibre mental, tant de cette femme que de ses persécuteurs, parce que, alors, en octobre dernier, c'était le mois de la santé mentale. Nous avons fait plein de tables rondes, de conférences, de panels sur la santé mentale. C'était le mois d'octobre 2024. Puis juste après, il y a eu le harcèlement en milieu scolaire et les violences contre les femmes. Donc les deux thématiques chevauchent. Le harcèlement en milieu scolaire, c'est-à-dire tout le problème des adolescents, etc., avec beaucoup de dimensions qui sont apparues, et les violences contre la femme. Donc c'est une thématique tellement complexe qui est enchevêtrée, comme, je dirais pas comme les mailles d'un tricot. Dès qu'on ouvre une question, d'autres questions apparaissent, et on n'a pas les solutions. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs à définir. Il y a aussi l'âge. Or, je me permets, là encore, bien que ça n'a pas été mentionné dans votre 19e siècle, qui pourtant, on a vraiment une image féerique du 19e siècle, qui est contredite par tout ce que vous nous avez apporté, où vous avez traité la dimension historique de cette thématique. Et je ne peux pas m'empêcher, parce qu'on en a souvent discuté ensemble, ma collègue et moi, je ne peux pas ne pas présenter un bémol. Parce que quand même, en 2011, où mon premier roman était paru, Nanna ou les racines, puis les deux autres romans, Appel de la Médina en 2012, 2013, etc., et puis je l'ai présenté en 2018, nous allons être en 2025. Donc beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de changements. Voilà. Alors vous venez de le mentionner, que les violences... Non, c'est Madame la Présidente. Alors, je me rappelle plus, là, je suis tellement fatiguée avec les conférences, tout ça, que la Cour des comptes a donné certains résultats cette semaine. La Cour des comptes d'El Maghreb. Donc, qu'est-ce qu'elles ont montré? Elles ont montré d'abord que le nombre de femmes chefs de famille a augmenté ces dernières années. La Cour des comptes marocaine. Donc la femme marocaine est devenue chef de famille. Bon, c'est un indicateur que, comme je fais beaucoup de sociétés civiles, d'associations dans les quartiers populaires, Sidi Moumen, Mohammadi, Stat, etc., c'est une donnée qu'on retrouve dans tous les douars, dans tous les villages, dans tous les quartiers populaires. Ici à Casablanca, la capitale économique. Rien que la semaine dernière, donc on a eu une table ronde, c'était à Sidi Moumen, et les chiffres sont alarmants. Les hommes, voilà, c'est la femme qui est chef de famille. À Sidi Moumen, à Mohammadi, c'est-à-dire à une demi-heure ou une heure de route. Donc la Cour des comptes a donné les résultats. Autre résultat qui nous interpelle, c'est que les violences contre la femme a augmenté de 31% au Maroc. Ça vient d'être dit maintenant. La Cour des... Donc, ces résultats qui ont été donnés dans les médias cette semaine, hier ou avant-hier, donc nous montrent qu'il y a eu quand même un grand changement au Maroc et qu'on ne peut plus continuer à nous plaindre, à victimiser cette pauvre femme violentée, etc. Il y a beaucoup d'indicateurs qui ont changé ces dernières années au Maroc. Au Maroc, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le Maroc. Hein. Bon. Et troisième point sur lequel je veux attirer donc votre attention, c'est que finalement, aussi bien la dimension historique qui a été brillamment développée par ma collègue Madame Rissaoui, l'histoire c'était ma bête noire au lycée. Nul en histoire, je n'y comprenais absolument. Heureusement qu'il y a eu la philosophie, la psychologie ensuite. Et troisième point alors, c'est que cette question féminine, c'est l'un des critères de développement d'une société.
Voilà, ça a été admis et vous l'avez répété. Donc, il y a eu beaucoup de changements, il faut en tenir compte. Et justement, dans ce bémol que j'ai présenté, et très souvent dans nos exposés que nous avons présentés, soit ici, soit à Rabat le mois dernier, justement, nous avons insisté sur ce point. Attention, les violences contre les femmes, d'accord, mais en 2018, il y a quand même beaucoup de changements. D'ailleurs, mon prochain livre est consacré à cette question-là, puisque les violences contre la femme, ce n'est plus seulement l'homme, c'est la belle-mère parfois, c'est la belle-sœur, c'est sa petite sœur, c'est sa grande sœur, c'est Bintameta, c'est Bitrelta, vous voyez. Donc du point, alors là c'est la psychopédagogie et la psychanalyse qui revient, donc du point, lorsqu'on utilise et lorsqu'on étudie cette question-là, les belles-mères, c'est-à-dire la mère du mari, la belle-sœur, les belles-sœurs parfois, les cousines, là aussi c'est des facteurs de violence. Et lorsqu'on ouvre le chapitre de la psychanalyse, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc violence contre les femmes ou des sociétés patriarcales, etc. Certes, d'accord, mais nous sommes en 2025. Je vous remercie. Ok. Merci pour cette intervention importante. Vous avez commencé par le roman. Le roman, bien sûr, du XVIIIe siècle. Il y a aussi, bon, le roman en général et vos romans en particulier, qui, bien sûr, contribuent aussi à identifier les facteurs, le contexte de la violence faite aux femmes. Et vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes romancière, vous êtes psychopédagogue, que le roman a toujours joué un rôle crucial au XVIIIe siècle. La philosophie des Lumières aussi par rapport aux droits de l'homme. Vous avez parlé des indicateurs. Bon, les indicateurs en se basant sur le rapport, le dernier rapport, ou les rapports de la Cour des comptes. Moi, je vous dirais que je n'ai pas encore lu, et j'ai lu quelques commentaires sur ces rapports, mais la question des indicateurs de mesure des droits de l'homme par rapport aux violences tout court et aux violences des femmes, on n'a pas encore développé des indicateurs fiables, mesurés, mais on a bien sûr les rapports du ACP, du Haut Commissariat au plan. Il y a un rapport de 2007, et d'ailleurs qui était une référence par rapport à la violence, et il a brossé un tableau vraiment, je ne dirais pas sombre, mais qui doit nous interpeller, et qui avait à l'époque interpellé plusieurs parties prenantes, l'État, les autorités compétentes, les acteurs associatifs, et surtout les associations de défense des droits des femmes. Moi, je pense que cette violence continue, peut-être les efforts aussi continuent, mais on n'a pas encore atteint le niveau d'une culture, tout d'abord, respectueuse des droits des femmes. Nous sommes encore dans une situation, dans une société patriarcale, comme dans d'autres sociétés, dans notre continent et dans d'autres continents, et que la violence aujourd'hui, si on prend l'indicateur par exemple de signalement, c'est-à-dire le signalement, les femmes sont enclines de signaler les violences à cause de plusieurs facteurs, parce que le code pénal risque de les incriminer par rapport de les protéger. Donc il y a une lecture aussi de notre code pénal en vigueur, et surtout par rapport à certains articles qui sont en flagrante contradiction avec la lutte contre la violence. Bon, je vous remercie pour votre
intervention et j'enchaîne, je donne pour donner la parole au professeur Aïcha Ouazani. Merci, Monsieur le Président. Merci d'abord, Madame Ouazani Houria. C'est dommage qu'elle ne soit pas présente avec nous. Je remercie toute l'assistance et ça me fait plaisir de trouver autant d'hommes que de femmes. Parce que la problématique de la femme, c'est une problématique très 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 complexe. On aimerait bien entendre la voix aussi bien féminine que masculine sur cette problématique. Avant de traiter cette problématique de la violence concernant la femme, je tiens à vous dire que bon, je suis professeur à Meknès et depuis presque une dizaine d'années, je ne fais que reprendre cette conférence sur l'inégalité homme-femme, la violence à l'égard des femmes, et tout était rassemblé, toutes les conférences sont dans mon ouvrage sur le parcours de femmes marocaines entre son passé et son avenir. Pour discuter la problématique actuelle de la femme marocaine, qui c'est cette femme? Qui c'est d'abord cette femme? On doit bien se poser la question. C'est notre mère, c'est notre épouse pour l'homme, c'est notre fille. Donc automatiquement, c'est un être qui nous est très cher. Quelle est sa place actuellement? Bon, Madame a parlé de l'historique, Madame Rachida aussi a parlé de son contexte en tant que psychopédagogue, mais qu'en est-il dans la réalité? Peut-on dire que le 21e siècle, c'est le siècle de la femme, avec tous les acquis qu'a pu obtenir la femme? Personnellement, pour être bien réaliste, je reviens à mon origine. Nous sommes musulmans. Qu'a dit le bon Dieu concernant les hommes et les femmes? Et aussi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Je démarre toujours mes conférences par les versets du Coran. قال الله تعالى في سورة البقرة هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وقال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في سورة الحجرات إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا. Moi, je prends toujours ma discussion à partir de cette origine. Parler de l'inégalité entre femmes, parler des violences. Notre origine musulmane, Dieu nous a donné que des droits. Personnellement, je n'ai jamais accepté de parler inégalité entre femmes parce que je ne me sens pas inégale. Dieu m'a donné tous les droits. S'il y a une inégalité, c'est la société qui l'a créée. Donc, que veut dire violence? Quelle est la signification? Quelles sont les causes? Quelles sont les formes? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les stratégies de lutte? Bon, quand on dit automatiquement la violence, c'est un acte dur envers une femme. Ça peut être un acte psychologique, ça peut être un acte physique, ça peut être un acte sexuel, ça peut être n'importe quel type d'acte dur envers une femme. Quelles sont les causes? Vous devez savoir que c'est un problème universel dont souffrent toutes les sociétés du monde. Et le féminisme, pour lutter contre ce problème, il est universel. Et il a pris naissance historiquement. Le cas marocain n'est qu'un exemple. Et le féminisme au Maroc a démarré depuis même au XIXe siècle et surtout sous la période coloniale, où on avait distingué à cette époque la femme idéale de la femme nouvelle. La femme idéale à cette époque, c'était la femme qui s'occupait très bien de son foyer, de sa maison, de ses enfants. C'était la femme idéale. Et on a parlé de la femme nouvelle au moment où il y a eu certaines familles qui ont fait rentrer leurs enfants à l'école, les filles. Donc on voulait montrer la femme nouvelle, plus ou moins instruite par rapport
à la femme qui n'était pas instruite. Bien sûr, après l'indépendance, on a commencé à parler des différents codes de la famille, etc. Mais c'est en 1975, au Maroc, que ce féminisme a pris naissance. Il est dû à des facteurs externes et internes. Externes, parce qu'il y avait à l'époque, bien sûr, les organisations internationales qui ont parlé des droits de l'homme, et à cette époque, automatiquement, comme facteur externe, l'idéologie dominante, c'était pour réaliser une démocratie, il fallait qu'il y ait l'égalité entre-femmes, il fallait qu'il y ait les droits de l'homme, il faut qu'il y ait la participation de la femme au niveau du développement, au niveau externe, mais au niveau interne au Maroc, il y avait le début de la naissance des associations féminines qui ont pris vraiment beaucoup de formes et dont le résultat, on le voit actuellement. Bien sûr, après les années 2000, surtout avec l'arrivée de notre roi, que Dieu le glorifie, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de réformes concernant la femme, donc notamment le INDH, qui a donné beaucoup d'importance à la femme, la Constitution de 2011, et puis la problématique de la femme est devenue un projet de société et une priorité royale. Et d'ailleurs, dans tous les discours, on parle de la femme. Qu'en est-il actuellement? Qu'en est-il actuellement de la situation de la femme? La femme, c'est une combattante. Elle a combattu à travers le temps. Elle a eu pas mal d'acquis à travers le temps. Le chemin n'est pas achevé, il est encore là. Il a combattu pour la citoyenneté, pour la démocratie, pour le projet de société, etc. Qu'en est-il actuellement? Avec toutes les avancées de la femme. D'accord? On parle de la violence avec toutes ses formes actuellement, et vous les connaissez, c'est pas la peine. On en parlera dans les débats. Les causes, les principales causes, qui a toujours été tabou, c'est que la femme a toujours été muette. Elle n'a jamais parlé de ce problème, parce que pour la société, c'est le chômage, c'est mal vu au sein de la société. Donc la femme divorcée ne doit pas parler, il ne faut pas qu'on en parle, il faut camoufler la réalité. Mais avec les associations féminines, les femmes, ils ont commencé à parler. Donc la problématique qui se pose actuellement, c'est qu'avec cette émancipation de la femme, quelle est la cause principale? À part le tabou, il y a aussi nos masses médias. Nos masses médias, comment ils présentent la femme? Qu'est-ce qu'on regarde au niveau de la télévision? Qu'est-ce qu'on entend au niveau des radios, au niveau des films, etc. On voit souvent les femmes qui sont violentes, des films porno, on voit la femme mal dans sa peau. Au niveau des écoles primaires, on présente les livres. Comme quoi, je ne sais pas comment il s'appelle, Mohamed Fatima, au niveau des livres scolaires. Fatima doit rester à la maison, le garçon doit sortir travailler dans le champ avec son père. Les manuels scolaires, c'est des choses qui doivent changer de nos jours pour pouvoir lutter contre la problématique de la femme. Ce qu'il faut dire, c'est que cette violence à l'égard des femmes, c'est un problème historique, comme il a dit madame, c'est le produit d'une culture sociale. Quand je dis une culture sociale, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle sexe et genre. Quand on dit sexe, c'est une différence biologique. Mais quand on dit genre, c'est une composition sociale historique, parce que c'est la société qui est responsable de cette différenciation entre l'homme et la femme, entre ce qu'on appelle la sphère privée, réservée à la femme, la sphère publique, réservée à l'homme. Donc, dès leur naissance, la fille, elle est là, sa maman doit lui apprendre à faire la cuisine, s'occuper de la maison et la préparer pour son mariage. Mais le garçon, il est là pour être la main droite de son père, il doit sortir avec lui dans le champ, il doit travailler, il doit aller à l'école, etc., etc. Donc, excusez-moi, cette différenciation qui est historique, elle est encore actuellement. Dans certaines familles, on fait encore la différence. Avoir un enfant garçon, il va prendre le nom de son père. On peut envoyer tel garçon dans tel pays ou dans telle ville, mais la fille, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il est préférable qu'elle reste. Même jusqu'à maintenant, le garçon, il est encore plus gâté par certaines familles par rapport à la fille. Donc, l'inégalité, c'est un produit social. Ce qu'on appelle genre, c'est une composition sociale. La société est responsable
de cette différence. Mais notre origine religieuse, il n'y a pas cette séparation. On a tous les droits, il y a l'égalité en femmes, il n'y a pas cette différenciation. C'est la société qui a créé cette différenciation. Et dans ce cas-là, comment lutter contre ceci? Comment lutter? Tous les acteurs économiques et sociaux et politiques sont responsables. Et donc, pour lutter contre cette inégalité, contre cette violence, il faut automatiquement parler de tous les acteurs économiques et sociaux. La famille est responsable et les parents sont les premiers responsables en faisant la différence entre le garçon et la fille. Et vous savez très bien qu'historiquement, au niveau du quartier, tout le monde éduquait les enfants. Le père, la mère, les tantes, les voisins, tout le monde éduquait. Maintenant, tout le monde a abdiqué. Le quartier, il est absent. La famille, elle se limite à la famille. Oui, elle a connu une désagrégation, la famille nucléaire. Il y a la famille conjugale. Donc, les parents sont responsables de l'éducation actuelle. À part les parents et la société et la famille, la société est aussi responsable de ces violences et de ces inégalités. Il y a le problème d'un manque d'écoute. Un manque d'écoute. Maintenant, les associations féminines, bon, ils ont joué leur rôle, mais pas à 100%. Il y a encore certaines femmes qui n'osent pas aller frapper à la porte de ces associations. Les associations, parfois, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir accueillir et faire face à toutes ces femmes. Il y a l'État qui est aussi responsable. Parce que quand on voit, par exemple, que même si la femme a pu accéder au service public, à ce qu'on appelle à la zone publique, qui est privée pour l'homme, il se sent un petit peu gêné par la présence féminine. Elle lui a pris les postes, elle lui a pris des responsabilités. Donc, il regarde la femme d'une manière marginalisée. Les responsables hiérarchiques, il n'est pas beaucoup donné de l'importance à la femme pour prendre des décisions, etc. Jusqu'à maintenant. Comme type de violence, il y a encore l'harcèlement sexuel. Mais il y a des autorités, il y a la hiérarchie. Si vous voulez avoir un poste de travail, il faut automatiquement qu'on vous demande ceci et cela, céder à certains plaisirs de certaines personnes. Donc, ça pose un problème. Tout le monde est responsable. Tous les acteurs économiques et sociaux sont responsables de cette violence et sont responsables de cette inégalité. Ce qu'il faut comprendre, donc pour lutter contre ceci, pour donner des recommandations, il faut que tous les acteurs économiques et sociaux soient responsables de cette prise de décision. Y a-t-il une prise de conscience? Y a-t-il une prise de conscience de la part de tous ces acteurs pour lutter contre la violence, pour lutter contre les inégalités, pour essayer d'avoir cette égalité? C'est un point d'interrogation. Ce qu'on doit aussi constater de nos jours, c'est que la femme, elle a lutté, mais c'est une lutte à double tranchant. Quand je dis à double tranchant, c'est que la femme marocaine aujourd'hui, on la voit d'un côté comme une femme émancipée, libérale, elle a tout obtenu, ça d'un côté. Mais de l'autre côté, on la voit une femme révoltée contre les principes, contre le mari, contre les parents, contre les enfants, contre elle-même, contre la société, l'ensemble des défis à tout le monde. Donc, personnellement, c'est ce que j'appelle, pas en tant que femme, mais en tant que chercheuse, c'est ce que j'appelle les effets pervers de l'émancipation. Donc, il y a plusieurs idéologies de nos jours, on les voit, plusieurs idéologies. Il y a des hommes, des femmes qui apprécient cette émancipation, actuellement, une catégorie. Il y a une catégorie notamment de jeunes garçons, de jeunes, parce que face à cette émancipation de la femme, on se demande est-ce qu'on peut parler de la crise de la masculinité. Madame Rachida a parlé tout à l'heure que, vu que les femmes ils ont pris beaucoup de responsabilités, où est la place de l'homme? Ah, le bémol. Oui. Où est la place de l'homme? On se demande. Personnellement, il y a des jeunes garçons de la génération actuelle, des jeunes garçons bien cultivés qui disent j'opte pour la femme au foyer, actuellement. Il y a une catégorie de femmes marocaines actuellement
qui sont contre l'émancipation et qui disent, avec l'émancipation de la femme, on a perdu nos valeurs. On a perdu nos valeurs. La femme, elle avait son poids dans la maison. Elle était très bien. Certain. Une petite demi-minute. Excusez-moi, 1 minute et je termine. 1 minute. Donc, cette catégorie disent où sont les valeurs. Et ça, c'est très important et je tiens à ceci. Eh bien, il y a une dernière catégorie de femmes opprimées qui se disent c'est notre destinée. Il n'y a pas le choix. Dieu nous a créés ainsi, on va vivre ainsi. Donc, personnellement, j'ouvre le débat, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Que pensez-vous de la réalité actuelle? Je tiens seulement à vous dire ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est la nature humaine. La nature de la femme, c'est pas la nature de l'homme. Et vice-versa. Oui, nous sommes complémentaires, mais quelle est la problématique entre nous? Et je vous remercie. Merci, professeur Ouazani, pour cette intervention. Bon, que pensez-vous de la réalité? Peut-être je serai d'accord avec vous par rapport à certains éléments que vous avez soulevés, savoir que le problème il est universel, donc il touche toutes les sociétés et il y a le problème de la combativité des femmes et surtout les associations de défense des droits humains qui ont joué un rôle, pas uniquement par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi pour la démocratisation de la société, pour promouvoir les droits humains. Et je parle sous le contrôle de certains amis, et on a été témoin dans une association au début des années 80, et les femmes, bien sûr, ont joué un rôle important. Le contexte, bien sûr, la violence elle est universelle, mais il doit être aussi contextualisé dans des sociétés qui ont leur spécificité, mais qui ne doivent pas avoir des spécificités qui justifient la violence ou qui justifient la discrimination à l'égard des femmes, parce que la question des droits de l'homme est universelle, interdépendante, et donc ça concerne les femmes dans cette planète. La question des valeurs, moi je ne serais pas d'accord avec vous si, par exemple, vous avez donné des exemples de certains jeunes et que vous avez dit que c'est le produit de la société. Moi je dirais, j'ajouterais, c'est le produit de politique publique en matière des droits de l'homme, c'est aussi le produit d'un système éducatif. C'est le produit aussi de l'action de certains acteurs politiques qui justifient la violence au nom de la religion, au nom des hadiths. Donc c'est surtout celles et ceux qui se cachent derrière ce qu'on appelle aujourd'hui, depuis longtemps, l'islam politique, pour justifier des politiques qui vont à l'encontre des droits fondamentaux des femmes. Et il va falloir préserver ces acquis qui ont été cumulés grâce, bien sûr, aux acteurs, et surtout aux associations, aux ONG. Et justement, elle a commencé son postulat par le Coran. Hein. Oui, et puis dans le Coran, en islam en général, il n'y a pas un seul islam, selon les interprétations, selon les pans. Et puis, moi je suis dans un comité des droits de l'homme aux Nations Unies, et qui est un comité qui couvre un large éventail, c'est le comité des droits de l'homme qui supervise le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et la question des inégalités hommes-femmes, la question de la violence basée sur le genre, ce sont des questions récurrentes qu'on pose assez souvent, je dirais dans chaque dialogue qu'on tient avec les délégations des États partis au dit pacte. Et donc c'est une question de politique publique, de cadre juridique et institutionnel,
et du système éducatif. Peut-être il y a aussi des régressions dans les valeurs. Il y a des régressions dans certaines attitudes à cause de, et vous l'avez cité, vous l'avez pertinemment cité, c'est dans les manuels scolaires en arabe, il y a une grande différence entre les manuels scolaires en arabe et le manuel scolaire en français. Et toujours en arabe. Voilà. Donc, je pense que la question de la violence faite aux femmes a été au début prise en charge par les associations, avant d'être prise en charge par les autorités. Et c'est une dynamique, bien sûr. Les sociétés ont agi, les associations, pour que cette question de violence faite aux femmes soit prise, parce que l'État est le premier responsable. Ces violences sont des violences, des violations des droits fondamentaux qui sont opposables à l'État. Bien sûr, il y a des violences ou des violations dites horizontales, mais l'État, il est aussi responsable pour les violations horizontales par le frère. La cité tout à l'heure, la femme violentée par son frère, les violations des droits fondamentaux, y compris les violences à l'égard des femmes, c'est tout d'abord la responsabilité des autorités publiques. Et c'est la responsabilité de toute la société, et en particulier des associations qui ont joué un rôle crucial dans la sensibilisation, pas uniquement dans la sensibilisation, mais aussi dans la prise de conscience au niveau des autorités publiques pour légiférer, pour améliorer la législation, pour améliorer le cadre institutionnel, pour protéger les femmes contre les violences. Donc, merci beaucoup pour cette importante intervention. Et je donne la parole maintenant à ma chère amie Bénin Hello. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup au Centre de nous donner cette occasion de participer à cette conférence très importante sur le rôle de la femme. Le rôle de la femme. Et les violences à l'égard des femmes. Il est vrai que l'histoire est violente. L'histoire est violente. Même si elle est décrite. Elle est décrite par des personnes. Ouais, les personnes qui l'ont écrit, ils l'ont écrit de leur point de vue. Même si on peut prouver des faits et des gestes qui ont été effectivement révélés authentiques dans l'histoire, comme Madame l'a cité dans son exposé. Mais l'histoire, on sait tous que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ça, on le sait. Maintenant, il est vrai que, aussi que toutes ces conférences sur ces dames, je ne sais pas si c'était un hasard, mais la disposition des présentations, elles sont vraiment complémentaires et successives dans le temps. Parce que moi, je vais parler des violences actuelles, présentes, que nous vivons, que tout le monde vit, que même l'homme vit. Alors, parce qu'au départ, moi quand je militais, je ne suis ni sociologue, ni historienne, mais j'ai toujours été observatrice. Et je militais pour le développement du pays, le développement socio-économique du pays, du Maroc. Je me suis toujours posé la question, pourquoi l'Occident est plus développé que... Ça a toujours été ma première question. Et je cherchais pourquoi. Donc, j'ai fait des recherches pendant plusieurs années. Mais après, je me suis rendu compte que, effectivement, on ne peut pas se développer sans la participation de la femme.
il fallait absolument que la femme participe à ce développement. Et le développement, bien sûr, dans sa globalité socio-économique, culturelle et politique. Bien sûr, avec le temps, la situation sociale de la femme a évolué depuis l'histoire jusqu'à maintenant. Il y a eu des lois, il y a eu la Constitution, il y a eu énormément de choses. Les associations ont beaucoup travaillé dans ce domaine et l'État aussi a suivi, comme a dit le professeur Mehjouri. L'État a suivi. Il y a des lois maintenant qui protègent la femme. Mais après ces lois, qu'est-ce qui est arrivé? Quand j'ai commencé à militer pour la politique, je me suis dit, il faut absolument que la femme accède au poste décisionnel. Si elle n'accède pas au poste décisionnel, il n'y aura pas d'évolution de la femme. La femme va rester telle qu'elle. C'est pour cette raison que j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine politique. Bon, inutile de dire que j'étais au Parlement, j'ai travaillé beaucoup au Parlement dans ce sens. Et j'ai travaillé aussi avec les organisations internationales pour les femmes. Et on nous présentait à ce moment-là le genre, l'approche genre. On travaillait toujours avec l'approche genre. C'est quoi l'approche genre? L'approche genre, on nous disait que la femme, telle qu'elle est maintenant, culturellement, et l'homme, tel qu'il est maintenant, là où il est, là où il travaille, là, ce qu'il pense, sa psychologie, et la femme aussi, c'est une construction sociale et culturelle. Donc, il faut absolument changer cette construction sociale et culturelle. C'est ça l'approche. Mais changer en quoi? Le mal. Mais dans les normes, ce sont les normes sociales qui ont changé. Les normes sociales qui ont changé à travers le temps. Maintenant, je passe au problème de la mondialisation. Le Maroc a toujours suivi la mondialisation, vous le savez tous. Nous sommes un pays hyper mondialisé, qui a intégré la mondialisation dans toutes ses dimensions, en particulier la dimension de la femme. Même si je dois dire que maintenant, la situation politique, je dis bien politique, de la femme n'a pas changé. Le nombre de femmes qui sont au Parlement, c'est le même. Le nombre, le quota, machin, il n'est même plus respecté le vote. Il n'est même plus respecté. Mais, personnellement, je ne fais même plus attention. J'ai changé de fusil d'épaule. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, en fin de compte, ce sont les droits de l'homme dans leur globalité qui sont bafoués. Et j'ai dit au début que nous sommes bien intégrés dans la mondialisation. Quand on voit, par exemple, des femmes qui souffrent au Moyen-Orient, des femmes qui souffrent un peu partout, et même des hommes encore plus. Où sont les droits de l'homme? Quand on a étudié, par exemple, la pyramide de Maslow, des droits de l'homme, nous pensions que nous sommes arrivés au sommet de la pyramide. Nous avons acquis tous les droits économiques, les droits sociaux, tous les droits, et il ne reste que, par exemple, les droits de développement personnel, de choix de liberté de choix de sa vie, liberté de choix de ses croyances, liberté. On est arrivé là, on pensait qu'on est arrivé là. Mais en fin de compte, maintenant, il faut revenir à la base des droits fondamentaux. Et ça, je fais un appel au professeur Mehjouri pour revenir
droits fondamentaux de l'homme en tant qu'homme. Droit à la nourriture, droit à l'abri. Vous voyez bien ce qui se passe après le tremblement de terre du côté de... Est-ce que ça a été réparé? Est-ce que les gens vivent bien? Est-ce qu'ils sont nourris correctement? Vous voyez bien la crise économique qui frappe toute la population. Et les hommes souffrent autant que les femmes. C'est pour cette raison que je demande de revenir aux bases fondamentales des droits de l'homme. Regardez la liberté d'expression. Regardez la liberté de circulation. Au cours du Covid, on ne pouvait pas sortir. Vous êtes obligé de porter la kmema. Kmema. J'appelle kmema. Kmema, c'est pour kmem. Kmem, c'est faire m'isoler. Voilà. Non, non, pas la badette. Nous, on parle de kmema pour les chevaux. Pour les chevaux. Pour qu'ils parlent, pour pas qu'ils mordent, pour pas qu'ils... Voilà, c'est ça. Mais c'est... Non, pas le gel. Non, pas le gel. Le gel, c'est autre chose. Le gel, c'est pour tirer. Mais kmema, c'est fermer. C'est... Fermez vos gueules. Silence. Désolé du terme, mais c'est ça. Mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, vous voyez bien la liberté d'expression. Voyez-y. أما كيشدو حتى كيبان والمهم ما نحتاجش عاد نزيد راكم عارفين les droits économiques. Il est de parler des droits économiques. Madame a parlé tout à l'heure de 31% des femmes qui gèrent leur foyer, qui sont responsables économiquement de leur foyer. Est-ce que c'est le bien? Est-ce que c'est effectivement ce qu'on cherchait? C'est-à-dire que là, on ne voit pas le bien et le mal. On voit un jugement de fait. Pas de débat après. Voilà. Alors, j'ai fini les 10 minutes. Bon, alors, j'ai beaucoup de points à soulever, mais bon, Madame a parlé des effets pervers de l'émancipation. C'est, à mon avis, c'est parce qu'on doit revenir aux droits de l'homme en général, pour permettre à l'homme, ne serait-ce que de respirer. On vous a empêché de respirer l'oxygène. Ah, c'est dramatique. Donc, pour ne pas, parce que personnellement, je suis en train d'écrire un livre sur le nouvel ordre mondial qui va sortir incessamment. Elle me regarde avec ça. Avec ça. Fouge. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire. Quand par exemple, j'ai travaillé avec le FNUAP, je vous donne juste un exemple et je finis, monsieur le Président. J'ai travaillé avec le FNUAP. Pendant longtemps, on faisait des séances d'implantation de stérilité pour les femmes. Pour planification familiale. Eh bien maintenant, ce n'est même plus la planification familiale, c'est bien autre chose. Et ce que je veux dire par là, c'est que justement, la différence entre le bien et le mal, il n'y a plus de différence. Elle est extincte. La différence entre le bien et le mal n'existe plus. Maintenant, quand par exemple, on m'appelle personnellement pour aller faire une formation pour des enseignants à l'école, pour leur apprendre comment éduquer sexuellement, éducation sexuelle, des enfants à l'école.
je suis traumatisée. Et je n'accepte pas. D'ailleurs, je leur ai répondu à plusieurs reprises. Je ne travaille pas pour les LGBT. Je ne travaille pas pour les LGBT. Et la dame tout à l'heure a parlé de les livres scolaires, où il y a le garçon, la fille. Ce n'est même plus l'objet, ce n'est même plus la question. C'est autre chose. Il faut absolument se rendre compte de ces situations dramatiques. Les droits de l'homme, il faut revenir aux bases fondamentales de la Constitution, revenir aux bases fondamentales des droits en tant qu'humain, en tant qu'humain. Voilà, Monsieur le Président, merci. Merci, professeur Moudjani pour cette intervention. Bon, bien sûr, vous avez fait un appel adressé à moi, mais je n'ai pas la qualité. Bien sûr, je réceptionne des questions, des questionnements sur la question des droits fondamentaux des femmes. Vous avez parlé du retour. Bien sûr, ce n'est pas un retour, mais il faut préserver les acquis en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, des droits et des libertés fondamentales. Vous avez parlé des droits économiques, sociaux et culturels. J'avais dit tout à l'heure que les droits sont universels, sont interdépendants, sont interreliés, surtout depuis la conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme. Donc, on ne parle plus de génération de droits de l'homme, parce qu'ils sont indivisibles. Et d'ailleurs, la Constitution de 2011 parle de l'attachement du Maroc aux droits de l'homme dans leur universalité et indivisibilité. Et donc, tous les droits de l'homme. Vous avez parlé des parts, puisque bien sûr je vous ai connu avant le Parlement, mais aujourd'hui nous, élites politiques, donc aussi bien dans le Parlement que dans la gestion des affaires publiques en général, doivent jouer un rôle important dans la promotion des politiques protégeant les femmes. Il y a la loi 103/13 qui nécessite. Moi, j'avais toujours plaidoyé pour que cette loi soit autonome du code pénal. Mais malheureusement, et aujourd'hui c'est une pratique, on intègre toujours des lois dans ce code pénal qui devient un code monstre. Et surtout que cette loi ne contient pas uniquement l'aspect pénal, mais aussi l'aspect protection et promotion des droits des femmes. La même chose qu'ils l'ont fait, et c'est un texte que j'avais piloté, son processus de drafting, la loi sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. Et ils l'ont intégré par la suite dans le code pénal. Et il y a un déphasage entre aussi notre cadre. J'ai toujours parlé à mes étudiants des groupes LGBT qui sont protégés par le droit international des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il y a un mécanisme au sein du Conseil des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle les procédures spéciales. Il y a une procédure spéciale pratiquement dédiée spécifiquement à la protection de ces, et surtout par rapport à la discrimination à l'égard de ces groupes, par rapport à la violence faite à ces groupes. Parce qu'il faut accepter les droits de l'homme dans leur universalité, dans leur indivisibilité, et bien sûr, l'universalisme et l'indivisibilité, tel qu'il a été conçu et développé par la conférence de Vienne de 1993 sur les droits de l'homme, n'a pas
certaines spécificités d'ordre régional ou civilisationnel ou culturel. Mais il ne faut pas que ces spécificités, on privilégie l'universalisme lorsque les spécificités sont en flagrante, je dirais, opposition, merci, au caractère universel des droits de l'homme. Donc je vous remercie pour votre... Et on va ouvrir le débat. Vous êtes libre de... vous avez le droit fondamental d'intervenir en arabe ou en français.